Les poissons papillons côtelés font partie des couples célèbres. C'est une espèce endémique de la mer Rouge, c'est-à-dire que l'on rencontre uniquement ici. Ils sont facilement reconnaissables à leur corps jaune barré de bandes noires. Ils passent ensemble la majeure partie de la journée à chercher leur nourriture, des polypes de corail. Dès qu'ils se trouvent séparés un moment, ils s'empressent de se rejoindre. Symbole de l'union durable, des couples ont été suivis sur de très longues périodes, allant jusqu'à 3 ans. Comme les poissons papillons côtelés, les poissons cochers vivent généralement en couple. Ils présentent des comportements différents selon leur lieu de résidence. On les rencontre par deux près de la côte, tandis qu'ils forment de vastes bancs dans les îles du large. Ils se nourrissent de zooplancton, des micro-organismes quasiment invisibles. Lorsqu'il est en couple, le poisson cocher mâle, tel un chevalier, défend son territoire et protège sa dame. Il prend des poses intimidantes et n'hésite pas à défier et menacer ses voisins. Toujours de la même famille, et formant le couple le plus célèbre, les poissons papillons citron, appelés plus souvent par leur nom latin chaetodon, sont le symbole de l'amour parfait. Toujours très proches l'un de l'autre, presque à se toucher, ils se séparent à la moindre menace pour mieux se retrouver quelques instants après. Les poissons papillons pondent leurs œufs en pleine eau et les laissent dériver au gré des courants. Cette méthode de ponte est la plus répandue chez les poissons. Livrés à eux-mêmes, la plupart de ces œufs serviront de nourriture à d'autres. Pour compenser ces pertes, certaines espèces sont capables de pondre plus de 200 000 œufs, et ce, plusieurs jours de suite. Il y a des espèces qui se reproduisent tout au long de l'année, et d'autres uniquement à certaines périodes. Généralement, les poissons préfèrent la nuit et la mer calme, car il y a moins de prédateurs. Il semble également que les cycles lunaires aient une grande importance, car on a relevé chez de nombreuses espèces une corrélation entre la reproduction et la pleine lune. Les œufs ne sont pas toujours abandonnés et confiés au courant. Dans les eaux tropicales, les demoiselles se reproduisent chaque mois et pondent leurs œufs en les fixant sur un morceau de récif. Tout d'abord, le mâle choisit et prépare le site de ponte. Ensuite, il exécute des parades nuptiales pour tenter de séduire des femelles qui nagent à proximité. Lorsqu'une femelle est consentante, elle se met à pondre et le mâle fertilise les œufs minuscules à peine visibles. La femelle peut pondre plusieurs centaines d'œufs. Le mâle renouvelle le même cérémonial pour attirer une seconde femelle, et ce rituel peut se répéter plusieurs fois jusqu'à ce que son site de ponte soit complètement recouvert. À partir de cet instant, étonnamment, c'est le mâle qui s'occupe de sa progéniture. Les œufs grandissent très vite et en quelques jours, ils changent déjà de couleur. En bon père de famille, il ventile les œufs à l'aide de ses nageoires pour les oxygéner. Avec sa bouche, il les nettoie des divers débris qui pourraient gêner leur bon développement. Et enfin, il les protège des prédateurs qu'il n'hésite pas à attaquer, sans se soucier de la taille des importuns. Une semaine après la ponte, les yeux des futurs poissons demoiselles apparaissent. Une fois écloses,
Les larves se dispersent et passent de 4 à 5 semaines en pleine mer avant de s'installer dans le récif. Selon les courants et leur capacité, elles peuvent voyager sur de très longues distances. C'est la raison pour laquelle on rencontre des demoiselles un peu partout dans les eaux tropicales. Attardons-nous maintenant sur le cas du poulpe. Avant la fécondation, le mâle caresse longuement sa dulcinée. Élan de tendresse ou ultime perfidie? À l'aide d'un tentacule plus long que les autres, le mâle pénètre la femelle. Et ce geste, indispensable à la vie, est synonyme de sacrifice pour elle. Après avoir protégé ses œufs, la belle exténuée mourra d'épuisement. La reproduction sexuée est la règle générale chez les poissons. Si la plupart des espèces sont à sexe séparé, il en existe au moins une centaine dont les individus subissent en grandissant une inversion sexuelle. C'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme séquentiel. Les poissons clowns vivent en couple au sein d'une anémone qui constitue le centre de leur territoire. Les jeunes poissons clowns naissent tous mâles, mais subiront éventuellement une inversion sexuelle en fonction de la présence ou de l'absence de femelles. Si pour une raison quelconque la femelle disparaît, le mâle change rapidement de sexe pour la remplacer. Les jeunes se livrent alors à une lutte sans merci pour conquérir le rang de mâle dominant. Et le cycle se perpétue. Le mâle reproducteur devient femelle. Les anthias forment de grands rassemblements autour des coraux. En fait, les anthias sont très organisés. Il y a le chef, un mâle, entouré de son harem, constitué d'une dizaine de femelles. Il peut côtoyer de près d'autres mâles entourés de leur propre harem, d'où cette impression de colonie désordonnée. Le mâle se reconnaît à sa grande taille, ses couleurs vives allant du rouge au violet, et au premier rayon de la nageoire dorsale particulièrement long. Il se reconnaît aussi à la position qu'il occupe, toujours au-dessus du groupe. Une position de domination, bien sûr, mais aussi de surveillance. Les femelles, plus petites, plus ternes, sont colorées principalement en jaune orangé. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elles sont loin d'être dociles et passives. C'est la vie du harem, avec ses rivalités et ses agressivités, mais dans le respect de la hiérarchie. Juste après le mâle, il y a la première femelle, qui va dominer toutes les autres, la seconde se laissant dominer par la première, mais dominant la troisième, etc. Pendant la période de reproduction, le mâle effectue une sorte de danse nuptiale. Il s'élève au-dessus du groupe des femelles, puis fonce à toute vitesse dans leur direction. L'anthias est toujours très agressif envers ses femelles, dans le but de s'assurer une descendance la plus nombreuse possible. Cette agressivité empêcherait la sécrétion d'hormones mâles chez la femelle la plus grosse, la plus susceptible de changer de sexe. Dès que le mâle disparaît, la première femelle n'est plus stressée et son équilibre hormonal bascule. En l'espace de 2 semaines, sa taille, sa coloration et ses organes sexuels changent. Et la femelle dominante devient mâle pour perpétuer l'espèce. Les labres nettoyeurs, reconnaissables à leurs rayures bleues et noires, ont eux aussi une sexualité compliquée. Ils sont hermaphrodites protogynes, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux se développent d'abord en tant que femelles, tout à fait fonctionnelles, avant de devenir mâles. Il y a les mâles primaires, qui sont nés ainsi, et les mâles secondaires, qui ont commencé leur vie comme femelles,
et se sont transformés en mâles plus tard. En général, les groupes sont constitués d'un seul mâle pour au moins 6 femelles. S'il disparaît, la plus grosse femelle prend sa place après avoir changé de sexe. La mutation est très rapide, car au bout de quelques heures, le comportement masculin est déjà évident. Et les organes reproducteurs sont opérationnels 10 jours après. C'est bien connu. L'amour fait tourner la tête et l'union fait la force. Les mâles tétrodons l'ont bien compris. Pendant la période de reproduction, ils se rassemblent en groupe et partent à la recherche des femelles, qui, elles, sont restées solitaires. Certains animaux marins ont une sexualité des plus surprenantes. Les chélidonures, par exemple, sont de véritables limaces des mers qui disposent des organes sexuels mâles et femelles, ce qui leur permet de s'auto-féconder. Mais ils sont capables aussi de se féconder mutuellement. C'est ainsi que dans les moments les plus intimes, nous les retrouvons dans des positions pour le moins acrobatiques. Des poissons qui changent de sexe, des hermaphrodites qui s'accouplent, le monde sous-marin est bien étrange.